Bonjour à tous, Bon, bonjour à tous les WeSeeders et fans de l'Imatech. Merci d'être là ce soir pour ce live. Je vais rapidement vous refaire le plan de ce live, qu'est-ce qui va être partagé, et puis ensuite je laisserai Florence et Aurélien qui sont ici, donc les dirigeantes de l'Imatech, respectivement présidente et directeur général, vous présenter la société. Je vous inviterai aussi à poser des questions pendant la présentation et en fin de présentation. Euh, voilà, les questions que vous avez, que ce soit sur la société ou sur l'opération qu'on va vous présenter, enfin l'opération sur WeSeed qui est en cours aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet. Et voilà, et à interagir avec nous pendant ce live. Euh, Florence, Aurélien, merci d'être là pour présenter l'Imatech. Je vous laisse la parole. merci Thibaut. Bonjour à Tous, tous. merci Thibaut. Alors, du coup, bienvenue dans ce live. On va vous présenter un petit peu l'Imatech pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et puis, il y en a qui connaissent déjà. Et j'imagine que vous pourriez avoir aussi des questions. Donc, voilà la présentation. Je pense que tout le monde la voit bien. Donc, pour rappeler le contexte, l'Imatech, on fabrique des batteries au lithium pour l'aéronautique. Donc, qui dit aéronautique dit plusieurs étapes, forcément. Donc, la première étape, c'est de dépolluer aujourd'hui, c'est-à-dire remplacer les vieilles batteries qui sont polluantes et lourdes, qui servent aujourd'hui à l'allumage et à l'alimentation énergétique embarquée, par des batteries donc 3 fois plus légères et moins toxiques, donc au lithium. On souhaite améliorer demain et puis après décarboner à l'avenir. Donc voilà, il y a plusieurs étapes dans l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du zéro émission en une fois, il faut y aller étape par étape et nous sommes aujourd'hui sur la première. Donc nos objectifs, donc c'est comme je le disais, remplacer ces vieilles batteries par du lithium. On répond grâce à ça à des enjeux écologiques et des enjeux du gouvernement. Notamment, on a été double lauréat, par exemple, du plan France 2030 sur le sujet batterie et aussi sur le sujet réindustrialisation de la France, puisque nous avons pu implanter aussi notre première usine récemment et on en parle un petit peu plus tard. Donc, réduire la pollution, c'est aussi réduire les substances qui sont CMR. Donc, CMR, ça veut dire quoi? Ça veut dire cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques par des substances qui ne sont pas toxiques. Il faut savoir qu'il y a une directive européenne qui demande justement à éliminer, vous connaissez peut-être le REACH ROHS, mais il y a aussi une directive qui demande à éliminer tout ce qui est cadmium ou toutes ces matières qui sont très toxiques et donc que les États membres de l'Europe trouvent des solutions. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'aéronautique, il y a des dérogations spéciales, c'est-à-dire que les entreprises aéronautiques actuelles ont le droit de mettre ces vieilles technos polluantes et toxiques en ayant une dérogation spéciale parce qu'ils n'ont pas trouvé des solutions suffisamment fiables et sécurisées pour les remplacer. Et donc, c'est là où l'Imatech arrive avec cette solution. Quelques chiffres clés du marché, donc 4,4% taux de croissance annuel, un marché de 1,6 milliard de dollars par an. Donc, pour couvrir l'intégralité du marché aéronautique, il faut aujourd'hui 123 000 batteries par an. Donc l'Imatech en quelques chiffres, donc nous sommes aujourd'hui, et plutôt très fiers de l'être, le premier concepteur et fabricant européen certifié de batteries donc lithium de manière standard pour l'aviation durable. Donc ça c'est quelque chose qu'on a réussi à réaliser l'année dernière et on a reçu les diplômes des autorités européennes. C'était fin septembre l'année dernière. Donc ça a été vraiment une grande joie pour nous puisqu'on a travaillé 8 ans pour réussir. Donc quelques chiffres. Donc aujourd'hui, niveau de maturité. Alors bon, ça c'est du jargon un peu plus start-up. On a un certain niveau de maturité. On a 1200 mètres carrés d'usine. On a déposé 12 brevets dans le monde. On est 20 salariés également actuellement. Et en termes de reconnaissance, eh bien, on avait réussi dans le passé plusieurs grandes étapes. Ça a commencé par, en 2017, le prix de la start-up la plus innovante de France.
En 2019, le prix de l'innovation aéronautique remis par Airbus Développement. En 2020, la réussite du projet de la Commission européenne, donc c'est les projets H2020, c'est là où on avait réussi à décrocher une très belle subvention et de l'equity à hauteur au total de 12 millions d'euros. Et puis le double lauréat de France 2030 sur les batteries, la première usine qui est arrivée entre 2022 et 2023. Donc tout ce que j'ai expliqué en milestone. Il faut savoir que nous sommes issus du CEA, donc Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. On a fait un transfert technologique du CEA vers l'IMATEC. Et aujourd'hui, on arrive vraiment dans une période charnière puisque nous avons terminé le développement de la batterie et que nous commençons la phase de commercialisation. Donc, l'IMATEC, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est un intégrateur, donc un équipementier, c'est-à-dire qu'on achète en fait les accumulateurs, les cellules. Donc on n'est pas électrochimiste, on ne fabrique pas ce qu'on appelle le pile aussi dans un autre jargon, mais c'est des accumulateurs. On ne fabrique pas ça, on les achète et on fabrique le pack qui va autour, électronique, mécanique, software, pour venir certifier cette batterie, pour venir la qualifier de manière aéronautique et réussir tous les tests de haut niveau. Il faut savoir qu'il y a 47 tests de haut niveau à passer dans l'aéro, là où c'est que 9 dans l'automobile par exemple. Donc le problème, donc j'en ai un petit peu parlé, voilà, donc les batteries utilisées aujourd'hui, lourdes, toxiques, donc elles contiennent des substances toxiques, elles sont très lourdes, donc 3 fois plus lourdes que ce qu'on pourrait faire, elles nécessitent beaucoup de maintenance, une mauvaise disponibilité. Il faut savoir que 80% des panneaux sols aujourd'hui sont causés par des batteries déchargées, et puis un coût total de possession élevé. Donc voilà, donc c'est un vrai challenge de réussir à apporter une solution qui réponde à cette problématique. Donc, le bon choix de la chimie lithium, de manière sécurisée, ça nécessite une électronique de protection, donc ce qu'on appelle un battery management system, donc qui vient gérer toutes les problématiques liées au lithium, et puis bien sûr les autorisations de mise sur le marché. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'on a acquéri toutes les autorisations nécessaires. Donc voilà la solution. Donc les batteries aujourd'hui sont très sûres, efficaces pour l'aéronautique. Elles réduisent le poids par 2,5. On réduit la DMC, donc le Direct Maintenance Cost, par 4. On augmente la durée de vie par 2,5. Et en plus, elle est plug and play. Et petite cerise sur le gâteau, donc ça c'est des avantages aussi liés au fait que c'est du lithium, mais on a aussi notre électronique avec un très très beau brevet à l'intérieur, où on augmente de 160% aujourd'hui la densité de puissance de nos accumulateurs juste grâce à notre électronique. Et j'en reparle un petit peu après en détail. Donc bon, ça c'est le marché. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans un momentum incroyable, c'est-à-dire que le marché est prêt à adopter des batteries au lithium. On travaille avec les plus grands noms du secteur. Donc aujourd'hui, voilà, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on réussisse nos certifications, ce qui est chose faite. Donc on a pu prouver que voilà, notre batterie elle était suffisamment sûre, sécurisée, car les autorités européennes et les experts batterie ont approuvé notre solution. Et donc on s'apprête à la mettre sur le marché. Donc notre positionnement aujourd'hui, effectivement, il y a quand même des concurrents. Il faut savoir qu'il y en a quand même très peu parce que les barrières à l'entrée au marché sont très importantes. Donc, c'est-à-dire que on ne s'improvise pas entreprise qui va dans l'aéronautique du jour au lendemain. Nous, on a quand même mis 8 ans pour ça. Et donc aujourd'hui, voilà, le panel des concurrents qui existent, c'est souvent des très grosses entreprises. Il n'y en a que 2 qui proposent aujourd'hui des batteries au lithium, lithium fer phosphate, donc l'IMATEC et un concurrent américain. Il y en a d'autres qui proposent plutôt des vieilles techno en gris ou en noir là dans le schéma et qui sont donc lourdes et polluantes et dépassées. Et on le voit par rapport au petit tableau de comparaison entre notre solution, celle de l'américain et par exemple une autre solution au nickel cadmium. Et c'est là où on voit vraiment l'intérêt du lithium par rapport à, par exemple, la dernière colonne qui est au nickel cadmium. Donc, vous voyez que tous les chiffres sont plus élevés. Mais là où on voit aussi une différence, c'est entre un concurrent qui a fait également au lithium comme nous et par exemple, vous voyez la deuxième ligne où on réussit à faire 13 démarrages consécutifs
là où le lithium n'en fait que 5 et où les vieilles techno n'en font que 3. Donc ça, on le reverra un petit peu plus tard. Le business model aujourd'hui est très simple. Il y a beaucoup plus de rétrofit que de line fit. Donc rétrofit, c'est l'aftermarket, c'est là où on vient faire du remplacement de batteries existantes. Et le line fit, c'est quand on met des batteries directement en première monte chez le vendeur. Donc le rétrofit aujourd'hui, c'est 85% du marché des batteries aéro. Donc le pipe commercial, aujourd'hui on a un pipe commercial qui est plutôt très très intéressant. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, près de 1,6 milliard annuel. On a scopé pas mal de clientèle aujourd'hui qui sont plus ou moins avancées et en tout cas on en a déjà contacté pour à peu près 440 millions d'euros par an en rétrofit et 92 millions d'euros par an en line fit. Donc on est presque déjà aujourd'hui à un peu plus d'un tiers du marché global, juste voilà, du marché qu'on a déjà discuté ensemble. Alors voilà, donc là c'est la partie infrastructure. Donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on a 1200 mètres carrés pour réussir ce beau challenge. Et sur ces 1200 mètres carrés, on a déjà une première ligne de production qui nous permet du coup de fabriquer 5 batteries par jour, 5 batteries par jour, ce qui nous fait une capacité d'environ aujourd'hui 500 batteries annuelles, et on va augmenter petit à petit cette cadence avec du coup de l'automatisation, de la digitalisation, des nouvelles lignes de production. Donc ça, tout un plan est prévu. On est financé par France 2030 sur ce plan-là pour augmenter donc nos cadences petit à petit. Donc je vous parlais de nos agréments. Donc voilà, ça c'est les preuves en images. Donc vous voyez, on a réussi à obtenir les 4 certifications les plus difficiles à obtenir quasiment au monde, avec peut-être dans le médical et le nucléaire. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'avoir la certification du système de qualité, l'agrément de production, l'agrément de conception et bien sûr le TSO qui est en fait l'approbation du produit. C'est là où on a fait passer tous les tests à la batterie. Alors, on ne s'arrête pas là, hein, forcément, puisque nous allons aussi passer des nouvelles normes sur la partie écologique, par exemple, ou pour la réparation des batteries plus tard. Donc l'équipe, alors aujourd'hui 20 personnes, hein, donc voilà, bon ça c'est les personnes clés. En gros, ce qu'il faut retenir là, ce qui est très important, c'est de savoir que on est une entreprise industrielle et que dans l'industrie, on a énormément de métiers différents et qu'on couvre aujourd'hui l'intégralité de ces métiers. Nos supports également, donc nos supports, ça c'est forcément le CEA depuis toujours, la BPI pour ceux qui connaissent, France Industrie également et d'autres clusters et ainsi de suite. Donc ça, voilà, donc on a un très bel écosystème qui nous aide énormément, que ce soit financièrement ou en conseil ou autre. Donc ça, c'est notre table de capitalisation. Donc ce qui est important à savoir, c'est que l'équipe dirigeante aujourd'hui conserve le contrôle avec une participation de 57,96% du capital. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important. C'est ce qu'aujourd'hui, du coup, on est libre de prendre nos propres décisions stratégiques pour le futur de l'entreprise. Un petit point sur le financement, donc l'equity story un petit peu. Donc il faut savoir que chez Limatech, donc on a 8 ans, on a été créé en 2016, on a levé depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui à peu près 18 millions d'euros. Et ça a été réparti à peu près à équivalence entre les fonds propres, les quasi-fonds propres, les emprunts, les subventions. Donc on est à peu près à 25% chacun. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'on est aligné avec les stratégies France 2030 et H2020 et donc forcément on a eu pas mal de subventions également. Et donc dans l'equity story, il faut voir que dans les premiers temps, donc la recherche fondamentale sur les batteries, on avait levé 2,4 millions. Ensuite, pour passer de la recherche au développement,
13 et le début d'industrialisation près de 13 millions. Et par la suite, du coup, on est sur un complément qui va faire à peu près 27 millions. Donc, j'explique un petit peu la suite ici. Donc, voilà. Donc là, en fait, pour pouvoir faire cette levée de fonds, on fait un bridge et donc on demande un prêt bancaire. C'est une sorte de prêt bancaire. C'est comme un prêt bancaire, en fait. Et donc, on fait un bridge. Et ce bridge va nous permettre d'attendre l'arrivée des fonds d'investissement. Donc là, on cherche à peu près à lever 800 000 euros qui seront utilisés entre, bien sûr, les salaires, développement produits, commercialisation. Et donc, Limatech vise une rentabilité en 2027 avec un CA à 24 millions d'euros. Voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant, les obligations convertibles, puisque en fait aujourd'hui, plutôt que de placer votre argent sur quelque chose qui va peut-être être un placement à 4% ou environ, là on propose 11% et c'est un remboursement qui sera fait d'ici 12 mois, donc bien plus intéressant que les placements qu'on peut trouver aujourd'hui. Et puis, on est quand même une entreprise qui est hyper dérisquée. On a 8 ans, on a déjà passé la première vallée de la mort, la deuxième vallée de la mort, la troisième vallée de la mort. C'est comme ça qu'on appelle ça dans le jargon startup. On a passé déjà pas mal d'étapes. Aujourd'hui, on est vraiment juste sur la fin et sur l'entrée sur le marché. Et voilà, donc avec des belles promesses de levée de fonds qui arrivent. Et donc, on fait ce bridge comme d'autres ont pu le faire avant. Exemple qu'on connaît bien, une entreprise toulousaine qui fait des avions électriques et qui, eux aussi, sont passés par le bridge avant de faire une très belle levée de fonds. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui se font. Parfait. Donc, je vous remercie. Parfait. Merci Florence pour la présentation. Je pense que ça a permis de donner une image un peu globale. On reviendra peut-être tout à l'heure aussi, si vous avez des questions sur la partie vraiment opération de financement pour rentrer plus dans le détail. J'ai vu qu'on a déjà des premières questions qui ont été posées pendant ta présentation, donc je vous propose de vous les poser tout simplement. Donc on a Jean-Philippe qui nous demande Limatech est premier européen, qu'en est-il au niveau mondial? Alors, oui, effectivement, Limatech, on est le premier européen et au niveau mondial, on est le deuxième puisque c'est True Blue Power, comme j'ai pu le montrer sur cette slide-là. Voilà, ici, où en fait, on n'est que 2 dans le monde à proposer du lithium LFP certifié aéro, etc. Donc, on est nous, Européens, et il y a True Blue qui est pourquoi ça bouge tout seul Pardon, c'était moi. Pardon, qui est américain, voilà. Et apparemment, et en plus de ça, par rapport aux Américains, on a aussi un avantage, c'est que nous, on est sur la dernière norme, alors que eux, ils sont sur la norme d'avant. Donc, quelque part, ils sont pas encore à la page, quoi. Parfait, merci pour la réponse. On a aussi Giovanni qui nous demande quels sont les objectifs que vous avez à court et moyen terme en termes de capture de marché, maintenant que la technologie, du coup, est prête? Alors, les objectifs, c'est de vendre. Donc là, dans un premier temps, on vend au marché aéro, forcément. On a aussi des possibilités d'ouverture sur de nouveaux secteurs. Donc là, on est en train d'explorer, d'ailleurs avec France 2030 et d'autres, des secteurs comme par exemple d'autres secteurs sévères. Alors on peut aller bien sûr sur les secteurs connexes à l'aéro comme le spatial et la défense, mais il y a aussi d'autres secteurs comme par exemple le mining, tout ce qui va être robot démantèlement de zones radioactives ou tout ce qui peut être des secteurs sévères en fait. Ça peut être aussi du stationnaire dans des conditions extrêmes. Pays très chaud, pays très froid. Voilà. Donc il y a des applications comme ça. Ouais. Voilà, ça c'est les prochaines étapes, c'est d'acquérir des parts de marché. Très bien. Notre question, du coup, est-ce que vous avez des contrats ou des partenariats qui sont signés, qui sont déjà signés avec des acteurs majeurs de l'aéro, Airbus, Boeing, des compagnies, voilà.
Est-ce que vous avez... Je pense que je vais la prendre, celle-là. Vas-y. Donc, pour bien rappeler quand même la segmentation de notre marché, on a effectivement une première segmentation de marché qui appartient à ce qu'on appelle donc la line fit, le constructeur, donc qui représente jusqu'à 15% de la valeur du marché. Et après, on a 85% de la valeur du marché qui est détenue dans ce qu'on appelle du coup l'aftermarket, où principalement vous allez avoir tous les leasers, les compagnies aériennes, les end users qui vont justement les opérationnels en fait de l'avion. Donc nous, chez Limatech, on a une stratégie d'aborder d'abord le marché de la première monte. Pourquoi? Parce que dans l'aéronautique, c'est vraiment le constructeur qui est jugé comme étant le plus crédible et bien évidemment le plus technique sur son aéronef pour dire justement c'est telle technologie ou telle technologie que moi je vois la mieux fonctionner dans mon aéronef. Donc capturer des parties chez le line fit, c'est vraiment un objectif primordial pour nous dans notre stratégie, puisque décrocher en fait de la première monte nous amène dans le marché du rétrofit. Et on pense qu'on peut capturer, une fois qu'on a récupéré un programme en première monte, on peut capturer une partie très significative de l'aftermarket. Donc dans cette stratégie, nous, c'est vrai qu'on est allé directement vers les constructeurs. Et d'ailleurs, pourquoi on est allé vers les constructeurs? C'est parce qu'on doit construire notre marque, on doit comprendre réellement le besoin du constructeur puisque c'est lui qui pilote globalement le marché, comme vous l'avez compris. Et derrière, nous, ça nous permet d'acquérir énormément d'expérience et de pouvoir déployer notre solution au plus proche du besoin marché. Donc, dans cet objectif-là, c'est vrai qu'on est en lien aujourd'hui avec 3 très grands constructeurs pour lesquels on a des échanges assez avancés sur justement est-ce que notre solution peut justement, comment peut s'intégrer notre solution sur une de leurs plateformes. Et on attend dans les prochaines semaines la première signature d'un contrat commercial avec un constructeur européen d'envergure mondiale. Donc on pourra l'annoncer dans les prochaines semaines. Donc ça fait 4 ans et demi qu'on travaille dessus, donc on en sera particulièrement ravis. En ce qui est sur le light fit, sur le retrofit, il faut bien comprendre qu'il y a une stratégie go-to-market qu'il faut respecter, c'est-à-dire que c'est une fois qu'on a capturé la première monte qu'on peut justement venir capturer des parties de l'aftermarket. Et pour ce faire, il faut d'abord signer avec les constructeurs, où on peut parfois avoir cette relation un petit peu à la David et Goliath, où il y a vraiment, nous, une montée en puissance qu'on doit réussir à prouver auprès du constructeur sur la fiabilité de l'acteur que nous sommes en train de devenir. Donc, c'est vrai que ça peut prendre du temps, mais sur le go-to-market dans le rétrofit, c'est beaucoup plus court. Donc, pour nous, il est important d'avoir d'abord sécurisé la partie line fit, puisque on pense qu'on peut capturer un marché dans le rétrofit entre 1 et 6 mois. Donc, derrière, on ira fort de notre gain sur la première monte. On ira justement pénétrer plus profondément le marché. Sur les partenariats stratégiques qu'on a aussi aujourd'hui, on a signé un premier MOU avec une compagnie de renom, donc de type brokerage, qui va nous aider en fait sur toute la logistique. Donc ça veut dire toute la livraison, tout le SAV, qui va nous aider aussi à devenir du jour au lendemain une compagnie qui est capable de distribuer sur les 5 continents. C'est une société qui a un certain renom et qui est une JV de 4 grands players de l'aéronautique. Donc, on est très fiers de ce premier contrat qui nous permet du jour au lendemain de devenir international. Et dans tous les cas, c'était pour nous un élément très important, puisque l'ADN de l'aéronautique aujourd'hui, c'est d'être international. Je vous remercie pour cette question. Parfait, merci Aurélien, c'était très clair. Je pense que c'était bien aussi d'expliquer la stratégie que vous aviez par rapport au line fit qui débloque le rétrofit derrière, qui est quand même un élément important. Moi j'ai une question aussi avant de reprendre celle des WeSeeders, de ceux qui nous écoutent. Je sais, on n'en a pas trop parlé pendant cette présentation, mais aujourd'hui, donc vous avez développé une batterie sur une typologie de puissance, etc. Donc qui pourra servir on va dire un type, en tout cas une catégorie d'aéronefs. Donc ma question c'était de savoir est-ce que vous avez prévu de décliner cette première batterie dans une gamme
qui pourra couvrir peut-être un nombre plus large d'appareils, quoi. Alors, c'est déjà prévu dans le sens où, en fait, on aime bien les systèmes un peu modulaires et que la première batterie, c'est peut-être une 24 volts 15 ampères, mais si on en met 2, ça fait une 30, si on en met 3, ça fait une 45. Et avec ces 3 typologies de taille de batterie, on peut couvrir déjà une bonne partie du marché, je dirais au moins 70%. Et effectivement, après, on pourra effectivement créer des batteries spécifiques entre, mais déjà avec ces 3-là, on a de quoi faire. Ok, parfait, c'est très clair. On a une autre question. Est-ce qu'il y a des incitations réglementaires ou écologiques qui favorisent le line fit dans l'aviation de demain? Bien sûr, parce que si, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui, il y a une directive européenne qui interdit toutes ces substances plomb ou cadmium d'être utilisées. Il y a des dérogations spéciales parce qu'il n'y avait pas de solution suffisamment fiable et sécurisée pour le moment. À partir du moment où il y a une solution suffisamment fiable et sécurisée, il se peut que les normes aussi changent. Et là, ça nous accélérerait grandement le business. Parfait. Merci pour la réponse. On a une question de Gérard également. Alors, Comac arrive fort, mais pour des raisons de certification, se concentre sur son marché naturel, la Chine. J'ai du mal à imaginer que des concurrents redoutables de Imatech, fournisseurs de Comac, ne finissent par partir à l'attaque des marchés occidentaux. Qu'en pensez-vous? La question est Bon, la question est totalement légitime. Aujourd'hui, Comac, qui devient justement un player de plus en plus intéressant au niveau mondial, a une forte ambition quand même de se concentrer au début sur son marché géographique et local. Donc, bien évidemment, pour ce faire, il va déployer toute une supply chain. Il n'est pas inconcevable de penser qu'un jour, un acteur batterie aura pénétré ce marché. Maintenant, je tiens à rappeler quand même quelques avantages qu'on a. C'est que premièrement, on est un secteur qui est extrêmement certifié. Et nous, on l'a bien vu, ça nous a coûté 8 ans pour arriver à obtenir ces certifications. Donc, en fait, on a un first mover advantage qui, pour moi, qui est clair. Et donc, aujourd'hui, si on continue le développement et qu'on continue justement techniquement à innover, continuellement à aller chercher, à améliorer nos solutions, fort de cet avantage déjà temporel qu'on pourrait estimer en fonction des meilleurs scénarios à plusieurs années, on espère conserver l'avantage. À voir après, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir aussi qu'il y a deux très grandes agences de sécurité d'aviation civile qui sont puissantes. C'est bien évidemment la FAA et le EASA, donc les autorités de l'aviation civile américaine et les autorités de l'aviation civile européenne, qui du coup, elles, font un petit peu état de leur, enfin, font un petit peu agissent à titre d'experts sur le marché des autorisations. Et donc aujourd'hui, on a des bilateral agreements qui nous permet, en fait, une fois obtenu les certifications européennes, d'aller sur les marchés américains. Aujourd'hui, la Chine va devoir aussi construire tout son environnement réglementaire. Donc on a quand même, on a du temps. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir sur nos lauriers, et ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas continuellement chercher à repousser les limites de notre solution. Ce que nous espérons faire dans les... Donc, on les attend, on va les surveiller de près, et on espère continuellement que cet avantage va nous permettre d'avoir, on va essayer de maintenir cet avantage qu'on a aujourd'hui, avoir effectivement la concurrence qu'on aura. Merci pour la réponse. Je pense qu'il y a des enjeux aussi de gouvernance qui peuvent être importants d'avoir une solution européenne pour tout simplement pour des batteries dans l'aéro. C'est même c'est aujourd'hui d'ailleurs dans le climat économico-politique qu'on est en train d'observer, c'est un enjeu pour chaque zone géographique de pouvoir avoir dans sa zone une chaîne de valeur de produits qui est considérée comme sensible à sa souveraineté et sensible à sa préservation, on va dire stratégique. Et donc oui, c'est vrai que chaque région va déployer potentiellement des solutions compétitrices. À voir après comment nous serons capables de protéger nos bijoux technologiques.
Parfait, merci Aurélien. Moi, j'avais une autre question. Je sais que ça intéressera les investisseurs, les WeSeeders ou les futurs WeSeeders. Sur donc tu l'as expliqué Florence tout à l'heure, mais je peux le rappeler. Donc là, vous êtes sollicité aujourd'hui pour participer à une levée de fonds en obligations convertibles, qui permettra à l'Imatech d'obtenir un financement bridge avant sa prochaine levée de fonds et commencer la commercialisation. Donc le remboursement de ces obligations-là interviendra pendant la prochaine levée de fonds. Donc peut-être est-ce que vous pouvez nous partager un peu plus en détail cette prochaine levée de fonds, justement, quand est-ce qu'elle doit arriver, de quel montant elle sera, etc. Aurélien, tu veux la prendre ou je la prends? Avec plaisir. Alors, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous-mêmes, en fait, on le découvre en fréquentant l'écosystème start-up donc de la French Tech, enfin français et européen, puisque comme vous l'avez bien compris, on a cette double casquette où on est financé par la Commission européenne et par le plan France 2030 qui est déployé par le secrétariat général pour l'investissement. Donc on est vraiment à la croisée des chemins des objectifs stratégiques nationaux et européens. Donc nous, ce qu'on voit bien, c'est que pour être capable de lever une série A conséquente, nous, on cherche une dizaine de millions d'euros pour venir justement accompagner le projet jusqu'à sa rentabilité. Il faut avoir d'abord passé quelques jalons. Et dans ces jalons principaux qu'on identifie, c'est bien évidemment le risque produit. Aujourd'hui, pour nous, le risque produit, on l'a levé puisque, comme vous l'avez bien compris, si vous suivez cette présentation, nous avons obtenu toutes les certifications sur notre capacité de concevoir, notre capacité de produire et bien sûr la certification de notre produit même final. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la capacité de l'Imatech à pouvoir concevoir et manufacturer un produit dans l'aéronautique, on a levé ce risque complètement. Le deuxième risque qu'on aurait pu avoir, bien évidemment, c'est le risque industriel, puisque nous sommes une start-up industrielle deep tech. Donc, l'industrie, c'est aussi dans notre ADN autant que l'aéro. On a aujourd'hui un site industriel de 1200 m² dans lequel notre ligne pilote a été homologuée dans les normes les plus strictes de l'EASA. Donc, on est capable de produire à la qualité aéronautique attendue. Donc, sur notre capacité à avoir converti une supply chain qui nous fournit du coup des composants dans la qualité aéronautique, que nous qu'on soit capable de les assembler et qu'on soit capable d'avoir une cadence, certes aujourd'hui faible, mais dans tous les cas dans l'aéro, nous ne serons jamais sur des cadences équivalentes ou même approchantes de l'automobile. Donc aujourd'hui, on est capable avec cette cadence de capturer une partie peut-être négligeable pour certains du marché, mais en tout cas qui nous permettra d'obtenir dans les 2 ans notre rentabilité financière. Donc, c'est le deuxième risque qu'on a levé. Et donc, le troisième risque, effectivement, sur lequel on est encore, parce que c'est le risque commercial, puisqu'il y a toujours, je pense, une crainte dans l'écosystème investisseur de venir financer une solution qui, certes, a X brevets, qui certes apporte X avantages, mais dans tous les cas, nous ne l'aurons pas. C'est le marché, au final, qui prend la décision d'adopter ou non les solutions, peu importe l'innovation, peu importe les milliers d'heures de R&D qu'on y aura mis derrière. Donc aujourd'hui, la conversion du premier contrat de l'Imatech qui est attendu dans les prochaines semaines va justement prouver la capacité de l'Imatech à commercialiser ces innovations. Et donc, peu importe qu'elles soient disruptives, peu importe qu'on pense que ce soit du marketing ou pas, mais ce sera ces contrats commerciaux qui paieront. À partir du moment où on sera fort de ces trois dérisquages, excusez-moi le terme, pour nous, on aura tous les feux au vert pour réaliser une série A qui est d'ailleurs, selon certains critères, très pragmatique. On est quand même un projet un projet batterie, des projets batteries qui ont consommé des dizaines voire des centaines de millions d'euros en Europe. Bon, on en a tous en tête quelques-uns.
nous, ce qui est bien dans l'approche de notre marché, c'est qu'on a toujours une vision très pragmatique de la chose. On est des techniciens, la safety en tête en bille sur tout ce qu'on fait, et on a une approche qui va toujours être d'étape par étape. Donc c'est vrai qu'on va jamais nous offrir peut-être des valorisations démentielles, on va jamais promouvoir des centaines de milliers de fonds, de centaines de millions d'euros de levée de fonds, mais par contre on amène un projet qui est, excusez-moi le terme, mais à taille humaine, où justement notre solution permet de capturer de manière incrémentale des parties non négligeables du marché jusqu'à être dans les 10 ans un des 5 ou 6 seuls acteurs au monde à naviguer dans ce marché qui peu ou prou pèse entre 1,5 et 1,6 milliards d'euros, avec bien évidemment un 4,4% de CAGR annuel. Donc en fait, on a aujourd'hui, je pense, tous les éléments pour venir intéresser les fonds d'investissement. Et bien évidemment, en amont, enfin au-delà de ce discours rassurant, que je veux rassurant, on a bien évidemment des contacts avec des fonds d'investissement et nos discussions sont plutôt toujours très positives. On n'a jamais été, en tout cas, on est rarement mis sous la touche dans les discussions. Donc pour nous, c'est plutôt porteur de bonnes nouvelles futures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on réalise cette opération pour bien évidemment sécuriser notre trésorerie et pour nous permettre aussi de ne jamais être pris à la gorge et de ne pas signer un mauvais deal. Voilà, j'espère avoir répondu en tout cas. Ouais, c'était très clair, mais c'était bien de parler de ça parce que c'est souvent une question que vont se poser les investisseurs sur la sortie d'une obligation convertible comme celle-là. Donc obligation convertible, je le rappelle aussi dans la typologie de ce financement-là, qui sont prévus d'être convertis uniquement en conversion sanction, donc c'est-à-dire si l'Imatec, pour une raison X ou Y, ne serait pas en mesure dans l'échéance qui est prévue de pouvoir rembourser, qui sont prévus d'être convertis du coup avec une valorisation, donc convertis en action avec une valorisation décotée par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Voilà, si jamais il devait y avoir défaut. Mais le but, c'est que ces obligations-là soient remboursées. Et comme l'a dit Florence tout à l'heure, elle propose un taux de 11%, ce qui est relativement élevé par rapport à la maturité de l'entreprise. Voilà, je crois qu'on... Nous, vraiment, dans la philosophie, on a prévu de les rembourser, hein, donc c'est pas du tout prévu qu'on intègre au capital. Très bien, merci, merci Florence. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions, donc oui, donc, si vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions. Si jamais vous nous écoutez en replay et que vous vous êtes posé des questions à travers ce live, n'hésitez pas à les poser sur la fiche projet de l'Imatec sur la plateforme WeSeed. Florence et Aurélien y répondent toujours très rapidement. Avec plaisir. Bien sûr. Donc n'hésitez pas. Je vous invite aussi, si ce projet-là vous parle et que vous avez envie de participer du coup au développement de l'Imatec, tout simplement d'aller sur la fiche projet sur la plateforme WeSeed et de souscrire à ces obligations. Voilà. Est-ce que peut-être Florence, Aurélien, vous avez un dernier mot à passer aux WeSeeders et aux gens qui nous écoutent? Merci pour l'écoute, merci pour l'aide déjà de tous ceux qui nous ont soutenus jusque-là et pour tous ceux qui vont nous soutenir encore. Et c'est un beau projet et je pense qu'on va tout cartonner. Parfait. J'ai pas mieux à dire. C'est un très beau mot de la fin. Merci à tout le monde, merci aux WeSeeders de nous avoir écoutés jusque-là. Merci pour votre attention. Et à très vite sur WeSeed. Au revoir. À très vite. Au revoir. Au revoir.